Salut à tous et bienvenue dans le dernier épisode du JT Vert avant les vacances. Aujourd'hui, on va vous reparler des forêts bioclimatiques. Pour ce dernier épisode de notre saison, nous avons choisi de revenir sur ce sujet que nous développons depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un jeune étudiant brillant qui a choisi de suivre l'aventure des constructions bioclimatiques. C'est tout de suite après le générique. En Polynésie française, le secteur du bâtiment est le deuxième secteur de consommation d'énergie finale, juste après les transports. Compte tenu de nos spécificités locales, les principes de l'éco-construction sont perçus comme une solution pour concevoir des bâtiments plus sobres et plus respectueux de l'environnement. Lors de précédents JT Verts, nous vous avions parlé du plan de transition énergétique de la Polynésie française. Présenté en 2015 à l'occasion de la COP21, il est le document de référence en la matière. Nous vous avions également présenté des exemples de projets éco-durables à travers le monde, comme par exemple l'île espagnole d'El Hierro dans l'archipel des Canaries, qui est totalement autonome en énergie. Plus proche de nous, nous nous sommes rendus à l'OPH pour découvrir un projet de construction d'une résidence sociale suivant des principes d'éco-construction. Mais qu'est-ce que réellement un bâtiment éco-construit ? Tout simplement, un bâtiment bien conçu. Il s'agit d'un concept de construction qui conjugue l'architecture du bâtiment, les conditions climatiques, le site de construction et les matériaux utilisés. L'idée est d'essayer au maximum d'adapter une construction à son environnement pour qu'elle puisse profiter d'un maximum d'apports naturels gratuits. Lors de sa conception, avant même sa construction, on cherchera à harmoniser tous les éléments pour obtenir au final un bâtiment agréable toute l'année, à l'exemple du projet que nous a présenté l'OPH. Et le concept gagne du terrain. Savez-vous que l'Université de la Polynésie française forme les futurs cadres polynésiens dans ce domaine ? Nous avons rencontré Franck Lucas, maître de conférence à l'université. On a lancé une thèse, donc un doctorat, dont l'objectif est d'essayer de comprendre comment se comportent les bâtiments fonctionnant en ventilation naturelle, c'est-à-dire sans climatisation. Et c'est un sujet qui semble facile, mais qui d'un point de vue physique est quand même assez compliqué, puisque les phénomènes physiques qui sont mis en jeu comportent un grand nombre de paramètres, un grand nombre de variables, sont décrits par des équations très importantes et très lourdes, et ce sont des phénomènes qui sont très transitoires, donc très variables dans le temps. Donc ça nécessite une approche très particulière, et notamment aussi des moyens de calcul assez lourds, qu'un bureau d'études classique ne peut pas mettre en œuvre, et c'est pour ça que nous, on a choisi d'investiguer cette question-là pour leur fournir tout un tas d'outils simplifiés déduits de cette démarche scientifique. La problématique du confort en climat tropical est une problématique que nous connaissons bien depuis de nombreuses années, qu'on a commencé à traiter, pour lesquelles on a déjà des solutions qui fonctionnent bien, qu'on continue d'investiguer pour améliorer encore les solutions. Mais concrètement, c'est une problématique qui se pose aussi maintenant de plus en plus dans les climats tempérés, puisque ces climats ont travaillé de manière efficace sur des bâtiments fonctionnant très bien dans les périodes froides, mais il reste maintenant de traiter la question de ces périodes lorsqu'il fait chaud, où ils sont confrontés à des surchauffes, et les méthodes, les outils, les solutions qu'on va proposer nous ici pourront s'appliquer et pourront leur donner des pistes de solutions et améliorer de manière globale la conception de leur bâtiment pour qu'il soit opérationnel, efficace toute l'année. Lors de notre visite sur le campus de Punavia, nous avons également rencontré un jeune étudiant brillant, Keanui, qui nous explique son parcours. J'ai pu m'intéresser à cette présentation car apparemment ce cursus de licence professionnelle constitue une suite à mon brevet de technicien supérieur. Et j'étais aussi conscient également de l'importance des énergies renouvelables et de la maîtrise d'énergie de nos jours, car notre pays est en pleine transition énergétique et d'où l'importance en fait de ce cursus. Le pays a besoin de spécialistes pour aider en fait la population à diminuer leur consommation, comme nous le voyons avec la démarche Négawatt qui est d'appliquer la sobriété, premièrement en changeant le comportement des personnes, à l'utilisation par exemple de climatisation, en juste élevant la température de consigne, on peut réaliser des économies d'énergie. Ensuite, en utilisant des appareils plus efficaces, comme par exemple un éclairage à LED plutôt que des ampoules halogènes. Implanter par exemple des panneaux photovoltaïques pour utiliser les énergies renouvelables pour alimenter la maison.
Pour résumer tout cela, le but de cette démarche est de construire des bâtiments globalement durables qui remplissent des objectifs de confort pour les usagers. Encore faut-il réussir à convaincre les acteurs et surtout les futurs usagers du bien fondé de la démarche et passer outre les idées reçues. Première idée reçue, l'éco-construction interdit de recourir à la climatisation. Faux, l'éco-construction va favoriser la ventilation naturelle lorsque celle-ci est efficace. Elle n'interdit pas de recourir à la climatisation lorsque celle-ci est indispensable. Il faut juste considérer la climatisation comme un dernier recours. Et les bâtiments climatisés doivent être conçus de manière spécifique, justement pour éviter les déperditions de froid. Deuxième idée reçue, l'éco-construction coûte plus cher. Faux si l'on considère le bâtiment dans sa globalité et avec sa maintenance. Conçu de manière durable sur le long terme, il coûtera certes plus cher à l'achat, mais moins cher à la maintenance. Au final, un bâtiment éco-construit, bien conçu, est pensé pour s'adapter à son environnement. Il va pouvoir ainsi profiter d'un maximum d'apports naturels gratuits pour être agréable toute l'année. Ce mois de juillet, on vous lance un défi. Essayez de ne pas utiliser de plastique à usage unique pendant un mois. C'est Juillet sans plastique ou Plastic Free July en anglais. Le défi Juillet sans plastique nous vient d'Australie. Là-bas, les membres d'une petite communauté ont décidé de se lancer un défi durant un mois. Le défi a eu tellement de succès que Juillet sans plastique est un événement qui gagne maintenant la planète. C'est un défi, pas une compétition, ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas dès le premier coup. Il faut essayer un jour, puis recommencer le lendemain. Vous verrez, ce sera de plus en plus facile. Le défi est plus facile à relever en groupe. Faites-le au bureau, entre collègues, ce sera beaucoup plus sympa. Partagez vos photos et vos témoignages sur l'événement Plastic Free July Tahiti 2017. Nous, au JT Vert, on le fera. Rendez-vous donc à partir du 1er juillet pour le défi Juillet sans plastique. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou les réseaux sociaux du JT Vert. Ensemble, on relève le défi Juillet sans plastique. À très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JT Vert. La saison est terminée, vive les vacances. Mais attention, si nous faisons une petite pause à la télé, nous sommes toujours sur les réseaux sociaux. Suivez nos aventures sur la page Facebook de l'émission et nous vous réservons tout plein de surprises. Rendez-vous en septembre à la rentrée pour de nouvelles aventures à suivre sur TNTV. Salut YouTube, si tu as aimé cette vidéo, il y en a encore plus en t'abonnant à la chaîne.